Alors la seconde leçon a un titre composite, l'acte de juger dans les domaines de la philosophie de l'histoire, du jugement politique, de la narration historique. Et c'est volontairement que j'ai donné ce titre composé pour marquer le caractère exploratoire de cette tentative pour mettre à l'épreuve l'hypothèse de ce cours, à savoir que le jugement réfléchissant et son organone, qui est une forme de l'imagination distincte de l'imagination créatrice de la première critique, peut fonctionner en dehors de la troisième critique. Et alors ce sont ces extrapolations diverses que je commence de faire aujourd'hui. Alors dans la première mise à l'épreuve de cette hypothèse d'une fécondité du jugement réfléchissant et de l'imaginaire du jugement de goût, nous allons la mettre à l'épreuve aujourd'hui en restant encore dans le corpus kantien. Mais déjà à la frontière du corpus kantien, puisque nous allons nous placer dans quelques-uns des écrits dont le statut est incertain dans le corpus kantien, puisque je vois que dans l'édition Felix Meiner, on l'a mis dans les kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik. Et vous voyez que le titre lui-même marque une certaine incertitude sur l'unité de cet ensemble et de savoir si c'est une troisième section de la troisième critique, puisque après tout la troisième critique est faite de deux morceaux qui ne vont pas tellement bien ensemble, l'esthétique et la téléologie des êtres organisés, bon, une sorte de philosophie de la nature, si vous voulez. Et puis alors, est-ce qu'il y aurait une troisième partie qu'on pourrait appeler philosophie de l'histoire ou philosophie politique, ou bien est-ce que c'est une quatrième critique que Kant n'a pas pu écrire? Et je dois dire que je suis assez hostile à cette hypothèse pour une raison, une raison biographique. J'ai lu plusieurs fois que Kant a écrit la philosophie du droit, et on voyait déjà qu'il était vieux. Il avait 67 ans. Alors, personnellement, cet argument ne me plaît pas. Alors, j'en cherche un autre. Et j'ai été très séduit, je dois dire, en tout cas très intéressé par la tentative de Hannah Arendt de dissocier dans cet ensemble ce qui serait alors jugement politique, le dissocier de ce qu'on appelle généralement philosophie de l'histoire, et dont je vais parler dans la première partie. Et donc c'est la seconde partie qui sera intéressante pour moi. Malheureusement, Hannah Arendt est morte avant d'avoir écrit cette troisième partie de sa propre œuvre, qui commençait par Knowing, puis
willing and judging. Et judging, alors on a regroupé sous les débuts de son 3e volume des écrits un peu disparates, justement sur la philosophie politique de Kant. Et alors, c'est cette tentative pour dissocier une philosophie politique dont Hannah Arendt dit elle-même qu'elle n'a pas été écrite, qu'elle allait l'écrire, mais elle est morte avant d'avoir écrite. Bon. Alors, la dissocier de la philosophie de l'histoire. Alors, la partie originale de cette leçon aujourd'hui sera vraiment la deuxième partie sur la tentative de reconstruire le jugement politique sur le modèle du jugement esthétique. C'est ça la contribution intéressante de Hannah Arendt, dont nous verrons d'ailleurs les limites, probablement parce que elle-même n'avait pas tellement attaché d'importance à la philosophie du droit, qui, je crois, est une grande œuvre de Kant. Bon. Alors, je resterai, dans la première partie, je resterai très près du texte qui est traduit en italien, puisque, après tout, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Alors, je lis mon texte français que vous avez en italien. Vous allez trouver que je suis paresseux, peut-être, un peu, vieux, comme Kant. Alors, je dis qu'il n'y a pas chez Kant de philosophie explicite de l'histoire, comme chez Hegel et Marx, dans la mesure où les esquisses telles que l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique de 1784, donc écrit avant la critique du jugement. Il faut faire bien attention. Donc il n'avait pas encore la maîtrise de la notion de jugement réfléchissant. Je crois que c'est assez important de savoir qu'on peut y voir des anticipations, mais qui ne sont pas identifiées par Kant lui-même comme jugement réfléchissant. Alors déjà là, il y a une interprétation. En effet, comparé à Hegel ou Marx, nous n'avons pas une vraie philosophie de l'histoire parce que Kant se borne à prolonger la finalité naturelle, donc le jugement téléologique, dans le domaine de l'histoire de l'humanité considérée comme une espèce. C'est toujours le mot qui revient, l'espèce, species. Donc comme une totalité organisée. Et c'est pourquoi ce n'est pas absurde de dire que cela fait partie de la troisième critique, comme un troisième chapitre. Et c'est cette limitation essentielle qui a motivé Hannah Arendt dans sa tentative pour dégager une conception du jugement politique appliqué à des événements exemplaires de l'histoire et à chercher pour le jugement politique un modèle dans le jugement de goût plutôt que dans le jugement téléologique. Donc ces écrits dits de philosophie de l'histoire prolongent effectivement la deuxième partie de la troisième critique sur le jugement téléologique. Tandis que l'idée un peu géniale, sûrement, de Hannah Arendt, c'est de dire « Ah, mais peut-être que le jugement politique prolonge le jugement esthétique, mais pas le jugement téléologique. » Puisqu'on ne sait pas où va cette histoire. Alors, le concept kantien d'histoire universelle veut néanmoins être un concept philosophique, donc qui ne prolonge pas l'histoire documentaire des historiens, dans la mesure où les historiens, à cette époque-là, c'est Koselleck qui a montré cela dans son histoire du mot histoire, que au XVIIIe siècle, on dit Geschichten, les histoires.
Et le mot histoire est passé au singulier avec l'idée de progrès, au fond. Il y a une unique histoire du genre humain. Et Kant est donc de ceux qui mettent à l'épreuve un concept de l'histoire au singulier, mais n'ayant pas justement un concept autonome de l'histoire. Il l'aborde par la totalité générique, donc comme une totalité en gestation et en projet. Alors, l'entreprise annonce effectivement Hegel, mais sans les ressources d'un fil conducteur appartenant au cours de l'histoire elle-même. Le sujet de cette histoire n'est pas l'histoire, mais c'est l'espèce humaine en tant que la nature elle-même exige d'elle de se donner une histoire. Alors, le thème ambigu à bien des égards, c'est encore la finalité naturelle, mais qui se dessaisit elle-même de son règne en livrant l'homme, un homme nu, dirait Lévi-Strauss, un homme nu, contraint de constituer une histoire parce que la nature l'abandonne. Alors, si nous pouvons nous intéresser encore à ces kleinere Schriften, donc ces opuscules, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a quelques thèmes très remarquables qui pourront être repris éventuellement dans une philosophie proprement politique. Ce sont des thèmes qui se placent à la charnière d'une finalité qui appartient encore à la nature, mais qui est déjà la finalité problématique de l'histoire, comme l'a été pour les contemporains de Kant, l'idée de progrès. Mais nous allons voir comment le pessimisme de Kant sur la nature humaine l'empêche d'embrasser cette idée de progrès. Et c'est pourquoi il cherche plutôt dans les ressources de la nature, ou est-ce que j'ai appelé un peu un abandon de l'homme, n'est-ce pas, lui-même, contraint de faire son histoire. Et la deuxième raison pour laquelle nous pouvons encore, je crois, nous intéresser à certains de ces écrits, c'est qu'on peut y reconnaître le travail du jugement réfléchissant, bien que Kant ne soit pas encore maître de la distinction entre jugement réfléchissant et jugement déterminant. Mais le seul fait qu'il appelle idée pour une histoire universelle, est-ce que cette idée n'a pas le statut du jugement réfléchissant, à savoir qu'on cherche sous quel concept placer une expérience en cours? C'est ça le jugement réfléchissant. Nous avons le fait, mais nous n'avons pas le concept. Alors, est-ce que justement cette incertitude d'une histoire dont on ne sait pas si elle est encore naturelle ou déjà humaine n'est pas à la recherche de son concept, c'est-à-dire ce qui caractérise le jugement réfléchissant? Alors je dirais que même si on peut aller jusque-là, cela nous empêche de voir dans la philosophie de l'histoire de Kant, un brouillon, si vous voulez, un esquisse de la philosophie hegelienne, parce que c'est peut-être ça qui l'empêche d'être absorbé dans une histoire spéculative et de rester dans le champ critique. C'est une hypothèse donc proche finalement de celle d'Hannah Arendt, mais Hannah Arendt n'a pas pensé qu'on pouvait sauver les opuscules, les kleinere Schriften, sur la philosophie de l'histoire, parce que elle les trouvait trop dépendants d'une philosophie de la nature, d'une philosophie téléologique,
à laquelle elle-même ne croit plus. Alors elle abandonne à son destin cette philosophie de l'histoire, que peut-être on peut sauver aussi, en tout cas s'y intéresser. C'est-à-dire la sauver au sens de Celan, qui parlait, n'est-ce pas, du retten, n'est-ce pas, sauver l'histoire. Alors je montrerai les deux intérêts possibles de cette philosophie de l'histoire. D'abord, quelques thèmes remarquables, et puis peut-être le statut même de cette philosophie embryonnaire qui est vraiment critique et pas spéculative. Alors, ce qui d'abord nous frappe dans cette... j'ai pris comme guide l'idée pour Katemit zur Geschichtsphilosophie. J'ai pris le premier de ces textes, Idee zu einer allgemeinen Geschichten in weltbürgerlicher Absicht, donc qui a été traduit, la traduction française dont je me suis servi, et donc idée d'une histoire universelle, zu einer allgemeinen Geschichten in weltbürgerlicher Absicht, au point de vue cosmopolitique. Et c'est d'ailleurs cette notion de point de vue cosmopolitique qui m'a fait dire, mais après tout, c'est peut-être ça le jugement réfléchissant. On construit ce concept cosmopolitique comme manière de donner un sens à ces esquisses. Alors, le premier thème qui mérite notre attention, je pense, c'est le thème de disposition naturelle. Je lis la première proposition. Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Toutes les dispositions naturelles, n'est-ce pas, Naturanlagen, d'une créature sont déterminées de façon à se développer un jour complètement et conformément à un but. Alors on voit comment l'historique est en quelque sorte projeté par la nature, avec l'idée de mener à bien, de développer des dispositions naturelles. Alors, le concept de disposition naturelle appartient bien à la philosophie de la nature, mais l'idée de son développement complet appartient à la philosophie de l'histoire. Nous sommes là à la flexion, si vous voulez, de la philosophie de l'histoire, la philosophie de la nature et de l'histoire. Alors, remarquez que le concept de développement qui apparaît ici, n'est-ce pas, Entwicklung, nous sommes avant Darwin, donc nous n'avons pas l'idée de l'évolution, nous avons l'idée de développement, Entfaltung, qui est donc l'idée du XVIIIe siècle. Il faut faire très attention, n'est-ce pas, de ne pas projeter Darwin sur ces textes. Alors, bon, la deuxième et la troisième proposition appliquent cela à l'homme. Donc, l'homme n'est qu'un cas particulier, puisque ce que l'on a dit, c'est ein Geschöpf. C'est alle Naturanlagen eines Geschöpfes. Bon, c'est toutes les créatures, les êtres naturels. Mais, alors, ce qui a frappé Kant, c'est que la nature est moins généreuse avec l'homme qu'avec les animaux. Les animaux sont dotés de tout ce qu'il faut pour réussir par les instincts. Tandis que l'homme est en quelque sorte, j'ai employé le mot abandonné, c'est un peu trop fort, mais en tout cas, l'homme est moins doté. Je lis la troisième proposition. La nature a voulu que... Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le vouloir de la nature? Bien entendu, nature has gewollt. Que l'homme tire entièrement de lui-même
ce qui dépasse l'agencement mécanique de son existence animale. Alors, l'agencement mécanique, lisez la première critique, c'est le déterminisme. Bon. Et qu'il ne participe à aucune autre félicité ou perfection que celle qu'il s'est créée lui-même, indépendamment de l'instinct, par sa propre raison. Par conséquent, nous avons, on peut dire, une esquisse de l'autonomie. La nature a voulu l'autonomie. Alors je crois que c'est quand même très important pour toutes les discussions que nous faisons sur l'éthique kantienne. On dit elle est complètement séparée de l'instinct, complètement séparée du désir. Alors c'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous avez quand même une conjonction entre la nature et l'histoire qui est cette on peut dire destination, cette Bestimmung de l'homme à reposer sur lui-même, n'est-ce pas? L'homme est livré à lui-même. L'homme est livré par la nature humaine. Et Kant est le premier à dire que il y a là quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Il y a là quelque chose d'étrange, c'est que la nature ne travaille pas avec l'homme comme elle travaille avec les animaux. À savoir qu'elle est plus avare, plus parcimonieuse, et il donne l'exemple d'ailleurs de la main humaine qui peut tout faire mais rien faire, n'est-ce pas? Elle peut tout faire s'il y a un outil, mais elle ne peut rien faire comparé à la patte, à la griffe, à tous les moyens de l'animal. Mais ce n'est pas sur ces trois premières propositions que je m'arrêterai, mais sur la quatrième, parce que justement elle permet de jeter un pont avec ce qu'on va dire tout à l'heure en philosophie politique avec Hannah Arendt, et que peut-être que Hannah Arendt n'a pas s'est pas intéressée. Je lis, n'est-ce pas, pour vous dire de quoi il s'agit. Alors, le moyen dont la nature se sert, donc dans les trois premières propositions, il s'agissait de la fin, Zweck, et là du moyen. Le moyen dont la nature se sert pour mener à bien le développement, donc l'Entwicklung, de toutes ces dispositions et leur antagonisme au sein de la société, pour autant que celui-ci est cependant en fin de compte la cause d'une ordonnance régulière de notre société. J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes. C'est un concept tout à fait extraordinaire. L'insociable sociabilité, die ungesellige Geselligkeit. C'est-à-dire qu'il voit l'homme, au sortir de la nature, comme ayant d'une part un don pour la sociabilité, ce que les Anglais avaient développé, Shaftesbury et d'autres, sous le nom de sympathie ou de pitié, ou des choses de ce genre-là, mais insociable socialité, c'est-à-dire que les hommes ne veulent pas vivre ensemble. Ils sont à la fois doués pour la communication, mais doués pour la guerre aussi. Alors, c'est le côté Hobbes qui est retenu en même temps que le côté Shaftesbury, Hume, etc. Moi, je trouve cela extraordinairement intéressant parce que on a trop vite, à mon sens, dans les critiques que j'ai vues, on a dit c'est la ruse de la raison de Hegel. En un sens, oui, je peux dire que c'est, mais c'est pas la ruse de la raison, c'est la ruse de la nature. C'est la ruse de la nature. C'est une ruse de la nature qui, dit Kant plus loin, n'est-ce pas, extorque pathologiquement l'accord. Cette notion, n'est-ce pas, de extorquer pathologiquement, und zu einer pathologisch abgedrungen Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralisches Ganze verwandeln kann. Donc, c'est par le moyen d'une insociable sociabilité. Vous voyez que c'est très différent de l'idée du progrès, parce que dans l'idée du progrès, c'est une idée tout à fait optimiste. L'homme est bien doté pour se développer, tandis que là, c'est justement par cette discordance, il emploie même, vous avez vu le mot, le antagonismus, n'est-ce pas, cet antagonisme
à terme que l'homme est contraint justement de construire une société. Alors, je me suis intéressé à ce concept précisément, non pas parce qu'il annonce Hegel et la ruse de la raison, mais qu'il est le complément de la communicabilité, n'est-ce pas, dans la critique du jugement de goût. Et donc nous avons là deux concepts très intéressants, communicabilité du jugement esthétique et insociable sociabilité de cette philosophie de l'histoire. C'est donc l'idée que le problème posé par une nature parcimonieuse ne peut être résolu seulement que dans le cadre de la constitution civile d'un État et même finalement au plan de relations internationales. C'est parce que l'homme, ce que la nature demande à l'homme, c'est de faire une société civile. Il ne la lui donne pas. La nature, lui, l'y contraint par justement une sorte de refus de l'équiper comme les animaux. Et voyez comment un pont est ainsi jeté en direction du projet de paix perpétuelle, qui sera le point de vue justement de l'homme cosmopolitique. L'homme cosmopolitique, c'est l'homme que veut la nature en ne lui en donnant pas les moyens et en contraignant l'homme à le faire par ses propres moyens. Alors, je ne suivrai pas les autres propositions qui sont très intéressantes, parce qu'on voit bien là le passage alors à la philosophie politique, mais dans l'horizon en quelque sorte d'une philosophie de la nature. Ça, c'est une philosophie de l'histoire, c'est pas, qui est à la fois dedans et dehors par rapport à la philosophie de la nature. Je lis la 7e proposition. Le problème de l'établissement d'une constitution civile parfaite est lié au problème de l'établissement de relations régulières entre les États et ne peut pas être résolu indépendamment de ce dernier. C'est-à-dire que l'histoire, la nature, abandonnant l'homme à lui-même, le contraint d'aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, ce n'est pas faire un État-nation, mais c'est de faire une société civile universelle. C'est-à-dire, et alors c'est intéressant parce que c'est la notion d'espèce qui force. Et moi je dirais dans un commentaire plus personnel, si vous voulez, qu'au fond, il n'y a pas d'espèce humaine. Il y a une histoire humaine, et il y a une histoire humaine que dans la mesure où il y a une politique cosmopolite. C'est finalement l'exigence je dirais, de produire quelque chose comme un citoyen du monde qui fait qu'il y a une espèce humaine. Moi, je suis très attaché à ces textes-là parce que je dirais que c'est l'argument antiraciste le plus fort. C'est de dire qu'il n'y a pas de race humaine parce que seul le projet de faire une société internationale, une société cosmopolitique, unifie l'humanité. L'humanité est fragmentée dans des cycles culturels, mais justement pas dans des espèces biologiques. Il n'y a pas des espèces humaines. Et comme il n'y a pas des espèces humaines, la seule façon pour qu'il y ait une espèce humaine, c'est qu'il y ait une histoire humaine. Et pour qu'il y ait une histoire humaine, il faut qu'il y ait un projet de paix perpétuelle. C'est donc le projet de paix perpétuelle qui donne sens à l'idée d'humanité. Alors, ma suggestion ici, c'est que, est-ce que l'on ne pourrait pas voir là la première, une anticipation de ce que, 8 ans après, puisque nous sommes en 1784, Kant écrit en 93, c'est pas la troisième critique, sera le jugement réfléchissant, à savoir sous quel concept faut-il mettre
l'espèce humaine pour qu'elle soit une. Et on ne peut pas le faire sous un concept biologique, il faut le faire sous un concept historique. Mais l'histoire n'ayant pas produit une histoire universelle, il faut alors la placer sous un concept politique, c'est-à-dire le concept de paix perpétuelle. Alors, généralement, on traite ce problème comme un cas d'idée kantienne, comme on dit idée, mais comme une sorte de résidu platonicien, finalement. On met l'idée régulatrice, idée en dessous, n'est-ce pas? Mais alors peut-être que le jugement réfléchissant donnerait une base critique, n'est-ce pas, au concept d'idée. Bon, c'est une suggestion que je fais pour la discussion. Je lis d'ailleurs la fin de mon paragraphe 1 que vous avez dans la traduction. C'est peut-être à la lumière de la théorie du jugement réfléchissant que l'on peut le mieux donner un sens, à défaut d'une justification convaincante, à ce que Kant dénomme ici idées. Ce ne sont pas des idées platoniciennes, mais des règles sous lesquelles on doit poser le rapport de la nature à l'histoire, ou, si vous préférez, l'entrée en histoire de l'espèce humaine. Il faut chercher la règle sous laquelle subsumer le fait, et le seul fait que nous ayons ici, c'est la disposition, l'anlagen, l'anlage, la disposition à être un tout. Et en cela, on préserverait le caractère critique de la philosophie kantienne de l'histoire contre une absorption dans Hegel, et c'est-à-dire dans une philosophie spéculative. Et la philosophie spéculative sera obligée d'introduire, comme je suppose vous le montre, ici le cours parallèle, l'esprit. Et Kant n'introduit pas la notion de Geist. Il n'a besoin que de la notion de Anlage, de disposition. La finalité de la nature est ainsi convertie en tâche que l'autonomie du pensée libre reste seule à assumer. Alors, j'arrive maintenant à la partie aventureuse, bon, si vous voulez, encore plus aventureuse que celle que je viens de faire, de Hannah Arendt, de désimpliquer, je lis alors mon texte, ça c'est plus simple, c'est à Hannah Arendt que l'on doit la double tentative pour désimpliquer une conception du jugement politique de ses conjectures sur l'histoire universelle, et pour interpréter le jugement politique à la lumière de la théorie du jugement esthétique, et non pas du jugement téléologique. C'est ça l'idée intéressante de Hannah Arendt. En effet, alors que les conjectures portent sur l'avenir de l'espèce humaine considérée comme un tout, le jugement politique porte sur des événements historiques particuliers. Nous sommes bien dans le cadre du jugement esthétique, cette rose est belle. Toujours la singularité. Donc sur des événements historiques particuliers, remarquables, pour lesquels il s'agit de trouver un sens, une justification. Or, c'est là la démarche du jugement réfléchissant. Hannah Arendt est d'avis qu'il y a dans les exemples donnés par Kant les linéaments d'une philosophie politique que Kant n'a jamais écrite, mais que l'on peut se risquer à reconstituer. D'abord, à la différence de la prétendue philosophie de l'histoire, cette philosophie politique est affranchie de la tutelle de la nature, donc du jugement téléologique de la troisième critique, deuxième partie. Et le vérifie, selon Hannah Arendt, la discordance étonnante entre les jugements que Kant porte sur les événements. Très pessimiste, il dit l'humanité est mal orientée, l'humanité tourne mal, etc. On ne sait pas où elle va. Et puis, cette disposition de la nature vers
l'histoire universelle. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une philosophie du jugement politique qui serait vraiment distincte de la philosophie de la nature et qui expliquerait que Kant, n'ayant pas réussi à les réconcilier, n'a pas écrit une quatrième critique, mais a laissé en l'état, en quelque sorte, une philosophie de l'histoire qui est plus ou moins une sorte d'annexe de la philosophie de la nature, et puis une philosophie politique, du jugement politique, qui, comme nous allons le voir, n'a pas trouvé sa place dans la troisième critique, parce que, avant Hannah Arendt, on n'avait pas remarqué que le jugement esthétique était un meilleur guide que le jugement téléologique. Alors, c'est très aventureux, c'est très bon. En effet, toutes les fois que Kant porte un regard rétrospectif sur l'histoire, pour lui, la finalité globale de l'histoire redevient problématique, à l'encontre de la confiance dans le progrès de l'espèce. Et le modèle de ces événements d'une histoire fragmentaire est la Révolution française. Et le texte révélateur à cet égard se lit dans le conflit des facultés. Alors, je vais lire d'ailleurs ce texte du conflit des facultés dans la deuxième section, au paragraphe 6 et 7. J'indique pour ceux qui ne le savent pas, mais peut-être que tout le monde le sait, que le conflit des facultés, ce n'est pas un conflit entre les facultés de connaître, de désirer, mais c'est les facultés universitaires. C'est entre la faculté de droit, la faculté de théologie, la faculté... Mais il faut quand même le rappeler quelquefois. Bon. Alors, ce paragraphe est intitulé « D'un événement de notre temps qui prouve la tendance morale de l'humanité ». Cet événement, dit-il, ne saurait consister en actions ou méfaits importants commis par les hommes, alors que ce qui était grand parmi les hommes est rendu petit, ou ce qui était petit rendu grand, voilà donc l'équivocité de l'histoire, et que disparaissent d'antiques et brillants édifices politiques comme par magie, quand leur place d'autres surgissent, en quelque sorte des profondeurs de la terre. Non, rien de tout cela. On dirait que là, n'est-ce pas, il biffe le rapport avec la nature. Il s'agit seulement de la manière de penser des spectateurs, qui se trahit publiquement dans ce jeu des grandes révolutions qui, même malgré le danger des inconvénients sérieux que pourrait leur attirer une telle partialité, manifeste néanmoins un intérêt universel, désintéressé, pour les joueurs, alors voilà le jeu, n'est-ce pas, du jugement esthétique, pour les joueurs d'un parti contre ceux de l'autre, démontrant ainsi, à cause de l'universalité, un caractère de l'humanité en général, et aussi à cause du désintéressement, un caractère moral de celle-ci, tout au moins en son fond. Alors voilà l'allusion à la Révolution française, le fameux texte. Alors, l'événement n'est pas nommé. Bon. Que la révolution d'un peuple spirituel que nous avons vu s'effectuer de nos jours réussisse ou échoue, donc incertitude de l'histoire, qu'elle annonce la misère et les crimes affreux, au point qu'un homme sage, s'il pouvait espérer, l'entreprenant une seconde fois, l'achever, résoudrait cependant à ne jamais tenter l'expérience à ce prix. Donc il ne faut pas la faire du point de vue de l'action, mais on peut l'admirer comme le sublime. Cette révolution, dis-je, trouve néanmoins dans les esprits de tous les spectateurs, voilà la deuxième fois que le mot spectateur apparaît, une sympathie d'aspiration qui touche de près à l'enthousiasme et dont la manifestation même exposée est au péril, qui par conséquent ne pouvait avoir d'autre cause qu'une disposition morale du genre humain. Alors oui, c'est un texte tout à fait étonnant pour lequel Hannah Arendt propose
un parallélisme avec le jugement de goût, et non pas avec la finalité de la nature. Alors je lis mon texte. C'est ici que le parallèle avec le jugement de goût permet d'élargir à une authentique philosophie politique ses remarques éparses. Son premier thème, donc, Hannah Arendt dit, c'est une philosophie politique que Kant n'a pas écrite, mais que on peut essayer d'écrire. Son premier thème serait le fait de la pluralité des hommes. En effet, il est toujours question des spectateurs au pluriel. Ce n'est pas l'homme abstrait, c'est des hommes concrets. Le fait de la pluralité des hommes impliqués par le vouloir vivre ensemble, donc en parallèle avec la communicabilité du jugement de goût. En second lieu, il faudrait insister sur la particularité que le jugement politique ne supprime pas, mais justifie. Vous avez dû remarquer que le mot événement apparaît ici. Il y a des événements extraordinaires, alors que dans la philosophie de l'histoire, il n'y a pas d'événement. Il y a une disposition, une Anlage. Tandis qu'il y a un Geschehnis, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui, un Geschehen, quelque chose qui advient et qui n'est pas absorbé par le cours et reste singulier. Si bien que ce n'est pas le cours universel qui justifie l'événement, c'est l'événement qui justifie qu'on fasse confiance à un cours de l'histoire. C'est pourquoi j'écris dans mon texte, il faudrait insister sur la particularité que le jugement politique ne supprime pas mais justifie. Enfin et surtout, il faudrait souligner le primat du point de vue du spectateur rétrospectif sur celui de l'agent de l'histoire. En effet, Kant nous dit il ne faut pas essayer de faire comme les Français la Révolution. Mais on peut admirer que ce soit arrivé parce que nous sommes dans la rétrospection. Nous ne sommes donc pas dans l'anticipation de la philosophie de l'histoire, mais dans la rétrospection du jugement esthétique. Alors, dans mon texte continu, on retrouverait ainsi l'opposition entre le goût et le génie, entre le discernement du goût et la créativité du génie. C'est pour un spectateur que la signification d'événements tels que la Révolution française peut prendre la valeur de germe d'espoir à l'encontre de la mélancolie qu'un sentiment non réfléchi nourrirait. On pourrait dire que si on emploie la catégorie du goût, Kant a du dégoût pour l'histoire, et il a un goût, n'est-ce pas, pour quelques grands événements qui sont alors de l'ordre du sublime, parce qu'ils mettent à l'épreuve notre imagination. Ce qui se passe est plus grand que ce que nous attendions. Alors, c'est finalement sur la communicabilité qu'Hannah Arendt fixe son attention. Elle suggère que le sensus communis, invoqué dans la théorie du jugement esthétique, à l'encontre de l'expérience ordinaire de la variété des goûts, est déjà une grandeur politique avant d'être une dimension esthétique. Là, ça va très loin, parce qu'elle dit, mais au fond, la théorie du goût, si je l'applique au jugement politique, c'est que peut-être la catégorie esthétique était déjà une catégorie politique, puisqu'elle suppose que des hommes ont un goût en commun. Et pour avoir un goût en commun, il faut qu'ils aient un vouloir vivre en commun, qu'ils soient quelque chose comme une communauté. Alors, le jugement esthétique et le jugement politique fondent leur confiance dans le sensus communis sur l'exemplarité du particulier, sur la capacité de se placer au point de vue d'autrui, sur la distanciation interne à l'égard d'opinions et de croyances
soumises à l'examen public. Or, tous ces traits se résument dans ce que Kant avait appelé le mode de pensée élargi. La faculté de juger qui porte justement sur ce qu'il appelle le jugement élargi, où il dit la capacité par l'imagination de se transporter dans le point de vue de l'autre. Vous voyez que tout ça, ça vient avant Fichte, que l'on crédite généralement d'avoir inventé, en somme, l'intersubjectivité, la plus forte raison avant Husserl, avant les modernes. Et nous avons donc, à la fois dans le jugement esthétique et dans le jugement politique, cette idée de se placer au point de vue de l'autre, qui est la seule universalité qui nous soit donnée dans ces domaines-là, puisque nous ne pouvons plus faire fond sur l'universalité du jugement scientifique que nous avons en physique, que nous avons. Quiconque fait de la physique devra être newtonien, par une universalité de l'entendement. Tandis que là, c'est par une sorte de traînée de poudre, en quelque sorte d'entraînement, et donc d'exemplarité, n'est-ce pas? C'est la Nachfolge qui fait la communicabilité. Nachfolge dans la mesure où elle n'est pas Nachahmung, qu'elle n'est pas imitation. Bon, j'ai présenté, j'ai un texte beaucoup plus long, mais j'ai pensé qu'il faudrait laisser plus de temps à la discussion aujourd'hui. Alors, je voudrais me permettre quand même quelques réserves, quelques objections que je soumets à la discussion et que j'ai un peu quelques scrupules à faire parce que je n'ai pas donné toute l'ampleur, n'est-ce pas, au texte de Hannah Arendt que je fais dans mon texte écrit. Vous savez, je ne cesse de répéter, on a le droit de critiquer un auteur que quand on a été aussi loin que possible avec lui. Bon. Alors peut-être n'ai-je pas été assez loin avec Hannah Arendt aujourd'hui. Mais enfin, bon. J'ai fait deux sortes de critiques, deux sortes de réserves, si vous voulez. La première serait de dire que si l'esthétique est élevée au rang politique, est-ce que le jugement politique alors n'est pas esthétisé à l'excès? Je cite Hannah Arendt, le citoyen du monde kantien est en fait un Weltbetrachter, un spectateur du monde. Alors, c'est vrai, le texte que nous avons lu dans le conflit des facultés nous parle bien de spectateur. C'est bien un spectateur dans le jugement réfléchissant. Mais il ne faut pas oublier que dans la critique du jugement, il y a le goût qui est rétrospectif, mais il y a le génie qui est prospectif. Et alors, est-ce que nous ne retrouvons pas une situation semblable s'il n'y avait pas des révolutionnaires qui ont fait, à leurs risques et périls, et au péril de la terreur, n'est-ce pas, au péril de la terreur, qui ont fait la révolution, s'il n'y avait pas donc cet acteur qui est le génie et politique, est-ce qu'il y aurait place, n'est-ce pas, pour le betrachter, pour le spectateur, n'est-ce pas, le spectateur. Ça, c'est un point qui est incertain. Est-ce que on peut tout ramener à cette question du spectateur? Alors, ce qui m'a confirmé dans mon hésitation, c'est que Hannah Arendt a tout de même mis entre parenthèses le titre même du paragraphe dans lequel question du spectateur, d'un événement de notre temps qui prouve cette tendance morale de l'humanité. C'est-à-dire que là, on retrouve quand même le concept de philosophie de l'histoire. Et ce qui est plus important,
c'est le paragraphe suivant qui s'appelle « Histoire prophétique de l'humanité ». En effet, dans ce paragraphe que Hannah Arendt ne commente pas, il revient à la Révolution française. Et ce n'est plus exactement le mot Betrachter qu'il emploie, mais il dit c'est un événement dans l'histoire de l'humanité qui ne s'oublie plus. Qui ne s'oublie plus. Et pourquoi il ne s'oublie plus? Parce qu'il a laissé une trace qui est un germe pour une histoire future. Et alors, là, vous avez une dimension prospective, si vous voulez, de l'événement, qui se compose avec le caractère rétrospectif du jugement de goût, et qui a alors une certaine sympathie avec le génie, et pas simplement une considération esthétique. Et ce n'est pas sans scrupule que Kant, qui détestait la violence et qui a vraiment détesté la terreur, et en particulier l'exécution du roi. Pour lui, l'exécution de Louis XVI est un événement monstrueux, un événement totalement injustifiable. Il dit qu'il fallait exiler le roi, mais il ne fallait pas le tuer. Alors ce crime lui paraît condamner, on peut dire, l'histoire des acteurs, et ne laisser plus que, effectivement, une sorte d'admiration rétrospective. Mais c'est une admiration qui, quand même, comporte de l'espoir, et le mot espoir revient plusieurs fois, parce que ce sont des espèces de symptômes d'une histoire en cours. Ce sont des signes, il emploie le mot Zeichen, n'est-ce pas? Ce sont des signes. Alors là, il y a une sorte de symptomatologie, si l'on peut dire, ou de sémiologie, je ne sais pas ce qu'il faudrait employer, alors d'une histoire qui donne de l'espoir. Alors là, vous voyez qu'on ne peut pas couper complètement de la philosophie de l'histoire, parce que le concept d'espoir était tout à fait central dans les propositions de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Bon, je ne sais pas si je vais retrouver comme ça du premier coup le texte. Oui, c'est dans la 8e proposition. En attendant, la nature humaine adopte l'attitude suivante: même à l'égard de l'époque la plus éloignée que doit atteindre notre espèce, elle ne demeure pas indifférente, à condition de pouvoir l'atteindre avec certitude. En particulier, nous pouvons d'autant moins être indifférents dans notre cas, puisque, semble-t-il, nous sommes capables, par notre propre disposition raisonnable, d'amener plus vite l'avènement de cet être, de cette ère si heureuse pour nos descendants. À ce titre, pour nous-mêmes, les faibles indices de son approche sont très importants. Les faibles indices de son approche sont très importants. Et le paragraphe se termine d'ailleurs par le mot espoir, ce qui donne l'espoir qu'après maintes révolutions et maints changements, finalement, ce qui est le dessein suprême de la nature, un état cosmopolitique universel, arrivera un jour à s'établir. Foyer où se développeront toutes les dispositions primitives de l'espèce humaine. Par conséquent, les ponts ne sont pas complètement coupés, n'est-ce pas, entre la philosophie de l'histoire et la philosophie politique par ce thème des signes avant-coureurs, des signes précurseurs, qui donnent de l'espoir que l'histoire va bien dans ce sens. Alors bon, je fais cette première remarque qu'il y a quand même un concept d'histoire prophétique qui ne se laisse pas entièrement réduire au point de vue du spectateur, au point de vue rétrospectif du jugement réfléchissant. Et puis alors, la deuxième
difficulté que je vois, et qui est d'ailleurs une difficulté pour tout le monde, et pas seulement pour Hannah Arendt, c'est les transitions pour nous aujourd'hui qui paraîtraient injustifiées au Sollen, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est en gestation dans l'histoire, mais doit arriver. Alors là, c'est l'introduction d'un point de vue moral, n'est-ce pas, dans l'histoire, que ce n'est pas la nature qui veut quelque chose, mais c'est la moralité qui exige d'être exécutée, d'être réalisée. Et moi, j'ai regardé de ce point de vue, j'ai relu les propositions principales du projet de paix perpétuelle. Et le projet de paix perpétuelle est écrit entièrement en termes de Sollen, n'est-ce pas? Premier article, dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. Et puis surtout, il y a le fameux paragraphe, n'est-ce pas, où le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d'États libres. Le droit des gens, le Völkerreich. Le droit cosmopolite doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle. Ça, c'est un très très beau texte que j'ai trouvé rarement commenté et qui va un peu dans le sens de la communicabilité, n'est-ce pas? Moi, j'ai parlé d'hospitalité langagière, d'hospitalité narrative, mais il y a chez Kant, n'est-ce pas, cette idée de l'hospitalité universelle, que tout étranger doit être considéré comme invité. Évidemment, les Gastarbeiter, c'est pas forcément un bon commentaire de cela, mais il y a quand même l'idée, n'est-ce pas, que les étrangers sont des invités. Alors, je me suis posé la question suivante, mais où se fait ce passage au Sollen, qui donc n'est plus contenu dans l'idée de Anlage, dans l'idée d'une disposition naturelle. Comment est-ce qu'une disposition devient un droit? Ça a embarrassé beaucoup de philosophes de langue anglaise à cause, vous connaissez bien la problématique de la philosophie anglaise depuis Hume et des autres. On ne peut pas passer de is à ought. Et Anlage, c'est encore du is. Et puis Sollen, c'est du ought, du devoir-être. Alors, moi, je pense que ce qui a été peut-être sous-estimé jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, ces dernières décennies, c'est l'importance de la doctrine du droit. Moi, je crois de plus en plus que c'est du droit. Comment ça s'appelle, la doctrine du droit? Comment? Oui, Dialito, oui, bien sûr. Il y a maintenant pas mal d'écrits. Il vient d'être publié, il y a déjà 2 ans, par Ottfried Höfe. Ottfried Höfe, un grand commentaire sur la philosophie du droit de Kant, et on vient d'en faire une traduction française, et puis j'ai fait une longue introduction d'ailleurs à que m'avait demandé Ottfried Höfe, précisément pour ce problème du passage Anlage à Sollen, chez Kant. Et Hannah Arendt appartient encore à cette génération qui considérait que la philosophie du droit de Kant, c'est écrit par un vieillard de 63 ans, qu'il était déjà gâteux, et donc que c'est pas important. Alors que je crois que c'est un très très grand texte, un texte d'une grande importance, pour des raisons que développe bien Ottfried Höfe, que c'est dans ce texte-là que Kant a vraiment réconcilié le transcendantal avec l'empirique. Parce que dans la deuxième critique, on peut parfaitement séparer le transcendantal de l'empirique, parce qu'on dit le transcendantal, c'est la règle d'universalisation. L'empirique, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est le bonheur, et entre les deux,
Il n'y a pas de compromission. Mais comme le droit et l'exigence d'être fait, il est obligé d'intégrer les conditions de sa propre effectuation. Et donc, la philosophie du droit ne peut pas se développer sans une anthropologie. Or, cette anthropologie, nous l'avons dans le texte que j'ai commenté tout à l'heure, en particulier avec la notion d'insociable sociabilité, ungesellige Gesellschaft. C'est parce qu'il y a une insociable sociabilité qu'il faut un droit. Le droit est en quelque sorte la réponse à l'insociable sociabilité. Donc, on est obligé de supposer que les hommes mentent, que les hommes veulent la guerre, qu'ils aiment se tuer, qu'ils aiment voler. Et on est obligé d'incorporer une anthropologie réaliste, n'est-ce pas, et même à la Hobbes, n'est-ce pas, pour construire la métaphysique du droit. Alors, j'ai terminé mon texte en disant ne reste pas de place pour le citoyen actif et prospectif que demande le projet de paix perpétuelle, et cette place n'est-elle pas définie par la doctrine du droit qui relève de la raison pratique? La tâche serait alors de développer la philosophie non écrite politique dans son double rapport avec la métaphysique des mœurs, donc qui inclut la doctrine du droit, et pas seulement avec la critique de la faculté de juger. Bon, je m'arrête ici. Dans le texte que je vous ai proposé, il y a une troisième partie, mais que je ne prendrai pas le temps de développer. Mais voilà l'idée que je suggère. C'est que si on doit renoncer à l'idée d'histoire universelle, soit au sens kantien, soit au sens hegelien, soit au sens marxiste, est-ce qu'il n'y a pas place alors pour l'intelligibilité régionale ou fragmentaire de cycles historiques? On peut parler de grandeur et décadence de l'Empire romain, on peut parler de la montée et de la chute de l'Empire soviétique, etc. Et alors, est-ce que ici, nous n'aurions pas un cas tout à fait intéressant de jugement rétrospectif, non, de jugement réfléchissant, parce que nous sommes à la recherche d'un titre, nous sommes à la recherche d'un concept qui n'est pas donné par les faits, mais sous lequel, en quelque sorte, nous plaçons. J'ai donné dans mon résumé, n'est-ce pas, ici, quelques exemples de l'Empire romain, la Renaissance, la Révolution française, la décolonisation, l'Empire soviétique, etc. C'est-à-dire de narrations qui ne sont pas des narrations universelles, mais qui sont des narrations fragmentaires, mais placées sous un concept qui en justifie l'unité. Et ce serait peut-être la place après l'explication, on peut dire le lieu herméneutique, en quelque sorte, d'une histoire fragmentaire, qui trouverait dans le jugement réfléchissant son fonctionnement. Bon, je m'arrête ici. Vous lirez ce que j'ai écrit sur De l'histoire aux histoires. Bon. Vous l'avez lu, d'ailleurs, avant de venir. Il y a un philosophe qui n'est pas du tout connu, ou très peu connu, hollandais, Anker Smit, qui a écrit un livre qui s'appelle La logique de l'histoire, et où il développe cette idée, n'est-ce pas, que les concepts historiques les plus intéressants, ce sont ces concepts globalisants, mais pas à l'échelle universelle, mais qui forment des totalités partielles. Il les appelle narratio, il emploie le mot narratio, des grands récits, mais qui ne sont pas des récits totaux. Peut-être que alors le statut de ces concepts-là, c'est d'être seulement un jugement réfléchissant, c'est-à-dire une façon dont je m'explique à moi-même
le procédé de pensée par lequel j'en constitue l'unité. Et c'est bien pourquoi, et c'est toujours controversé, on peut toujours expliquer autrement la Révolution française, parce que nous sommes en face d'un jugement rétrospectif fragmentaire. Bon, il nous reste combien de temps? Sì,